On se retrouve sur une troisième partie concernant les communications interprocessus, et on va parler cette fois-ci des IPC. Petit rappel de choses qu'on a déjà vues, le principe de cloisonnement qui est intrinsèque à l'OS Linux, aux Unix de manière générale. C'est ce principe de cloisonnement, c'est que les processus ne partagent pas leurs segments de données. On a vu comment fonctionnaient les segments de données. Avec la mémoire logique, la mémoire physique, les processus donc ont chacun leur segment de données et ne peuvent pas accéder aux segments de données des autres processus. Donc c'est un avantage sécuritaire, mais qui peut présenter parfois des inconvénients. Si on veut mettre en place un système de communication et surtout d'échange d'informations entre ces processus, mais qu'on ne souhaite pas remettre en question la sécurité, comment peut-on procéder ? On connaît déjà plusieurs outils pour arriver à faire communiquer entre eux et à échanger quelques données entre les différents processus. Alors, quels sont ces outils dont on dispose, qu'on connaît déjà ? Alors, je vous propose de réfléchir, mettre en pause, réfléchir quelques secondes pour essayer de vous remettre les idées au clair sur qu'est-ce qu'on a vu précédemment comme outils permettant de faire ça. Donc, les outils disponibles sont tout d'abord les signaux. Donc les signaux sont des messages qui sont très courts et très limités en termes de messages transportés. Donc un signal, par exemple cchild, va indiquer à un processus qu'un processus enfant qu'il a engendré vient de se terminer. Donc c'est une information intéressante, mais elle est quand même très très courte et très limitée. Elle ne véhicule pas énormément d'informations autres que cette unique information de l'arrêt d'un processus. On pourrait prendre d'autres signaux et puis les détailler comme ça. On se rend compte quand même que le message qui est véhiculé est relativement sommaire. Deuxième outil dont on dispose, donc qui sont les tubes. Là, on a des messages qui sont beaucoup plus verbeux, qui contiennent plus d'informations, mais on a des contraintes. On a déjà une première contrainte qui est la disponibilité d'avoir un lecteur et un écrivain. Si on nous manque l'un des deux, eh bien, le tube ne fonctionne pas. C'est pas qu'il fonctionne pas, mais c'est que si on a un lecteur mais qu'il n'y a pas d'écrivain au bout, le lecteur est bloqué, et si on a un écrivain mais qu'il n'y a pas de lecteur au bout, l'écrivain est bloqué. Donc ça repose sur la disponibilité à un instant T de ces deux interlocuteurs. Je dirais comme on pourrait avoir quand deux personnes se téléphonent. Si on met de côté la possibilité de laisser un message sur un répondeur, mais il faut bien que les deux personnes soient en présence au même moment, chacun de son côté, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait un échange d'informations. Donc pour les tubes, c'est exactement la même chose. On a le caractère FIFO, first in, first out, c'est-à-dire que les données vont être consommées, vont être lues dans le même sens qu'elles sont rentrées dans le tube. Donc ça, c'est aussi une autre contrainte. Au troisième type de contrainte, un seul lecteur, un seul écrivain. Alors, je ne sais pas tout à fait vrai ce que je dis. Un seul écrivain... Ça va dépendre des types de tubes. Si on a des tubes nommés, on peut avoir plusieurs écrivains, plusieurs lecteurs. Mais sur les tubes anonymes, on a un seul écrivain, c'est le processus père qui a... processus père ou processus fils, bref. D'un côté, on a le processus père qui a créé le tube anonyme, et de l'autre, on a le processus fils, ou les processus fils éventuellement, mais en tout cas, le tube met en relation toujours un lecteur et un écrivain. C'est très compliqué d'avoir plusieurs écrivains, plusieurs lecteurs. En tout cas, pas pour les tubes anonymes. Donc, on va se limiter à un seul lecteur et un seul écrivain. Il n'y a aucune organisation par type de message. C'est une conséquence du FIFO, c'est que les messages sont écrits dans le tube et sont lus dans le sens où ils sont écrits. Donc on n'a pas d'organisation par type de message, de dire que on aurait des canaux, des sous-canaux dans un tube. Un tube, c'est juste un tuyau. On a aussi une limitation, alors ça je ne l'avais pas évoqué dans la partie tube, mais je vous le dis ici, c'est qu'on a une limitation en termes de taille d'un tube, de taille de stockage. En fait, la taille d'un tube,
c'est 16 pages. Donc on connaît les pages sur le découpage de la mémoire. La taille des pages peut être fixée en fait au niveau du système. Assez souvent, une page fait quelques kilos, généralement 4 kilos, 8 kilos. Donc, on a 16 pages de mémoire de limite de taille. Donc, si on part sur des pages de 4 kilos, on a 64 kilos maximum de stockage pour nos tubes, pour ce qu'on peut écrire dans les tubes. Si on dépasse, enfin si on tente de dépasser, il y a un blocage. Alors il y a un blocage naturel quand il n'y a pas de lecteur ou d'écrivain à un instant T, mais si on dispose de ces deux-là, en tout cas, un écrivain ne pourra pas écrire plus de 64 kilos de données dans un tube. Il va se retrouver, soit coincé si le tube dépasse ces 64 kilos, soit même il peut éventuellement se voir refuser l'écriture par un retour d'erreur parce qu'on va dépasser les 64 kilos de données. Donc on voit qu'on a quand même une limitation assez importante, parce que 64 kilos c'est pas énorme pour un message. Enfin, pour un message, ça dépend du type de message, mais on peut imaginer à vouloir transférer dans un tube des quantités de données plus importantes que 64 kilos par message. Et enfin, on a une volatilité des données quand le processus s'arrête. C'est-à-dire qu'un tube, quand un processus se termine, eh bien, le tube est supprimé s'il s'agit d'un tube anonyme. S'il s'agit d'un tube nommé, bien évidemment, il est toujours présent sur le point d'accès, est toujours présent sur disque. Mais en tout cas, les données qui sont dedans, une fois que les deux processus, lecteur et écrivain, eh bien, se terminent, les données se volatilisent, elles ne sont pas conservées. Donc on va parler des IPC, Inter-Process Communication, donc qui sont apparus avec Unix System 5, donc ça remonte quand même quelques semaines, 1983. Les mécanismes IPC sont de trois types d'IPC. Les queues de messages, donc c'est le passage de messages entre processus. Donc ça ressemble un petit peu à des tubes. On va voir quelles sont les différences par rapport à des tubes. Ça apporte bien des avantages par rapport aux tubes. Mais c'est, on va dire, de la même... ce sont des cousins. Voilà, des cousins. Le deuxième type, ce sont les mémoires partagées. Alors les mémoires partagées sont donc des zones de mémoire, des zones de stockage, qui vont être communes entre processus. Voilà, on va pouvoir avoir plusieurs processus qui vont se partager les mêmes zones de mémoire. On va y revenir aussi en détail un petit peu plus loin. Et enfin, le troisième type, ce sont les sémaphores qui permettent de synchroniser des processus et permettent aussi de restreindre l'accès à des ressources. Chacun de ces mécanismes répond donc à une problématique particulière et ces mécanismes-là sont donc complémentaires entre eux. Ces trois mécanismes opère uniquement en RAM. Il n'y a pas du tout de données écrites sur disque, tout se passe en RAM. Mais, à la différence de ce qui se passe avec un tube ou une zone de mémoire faite par un malloc, à l'arrêt d'un processus, les données, donc avec un malloc ou avec un tube, les données disparaissent. Le malloc, la zone de mémoire est libérée, et le tube est vidé. Pour les IPC, l'un des gros avantages, c'est que si on a un processus qui s'arrête de manière naturelle, c'est-à-dire sur un exit ou un return dans un main, ou de manière accidentelle par le plantage d'un processus, eh bien les données sont conservées en mémoire. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est vraiment un point très, très intéressant des IPC, c'est cette capacité à demeurer en mémoire et à résister donc au plantage notamment ou aux arrêts des processus. Par contre, comme tout ça, ça réside en mémoire, à l'arrêt de l'OS, bien évidemment, les données sont perdues. Si on veut conserver les données en RAM, il faut mettre en place un mécanisme qui, quand un processus s'arrête, par exemple, si on souhaite conserver ces données suite à un redémarrage de l'OS, il faut prévoir un mécanisme qui va écrire sur disque les données qui sont en RAM.
Donc ça perd un petit peu de son intérêt parce que, hormis la rapidité d'accès à la RAM, autrement ça revient à utiliser des fichiers, éventuellement avec mmap, on fait tout aussi bien. Donc c'est possible à mettre en œuvre, c'est pas la principale manière de gérer les IPC, notamment les segments de mémoire partagée, on va voir ça juste après. C'est pas vraiment la manière traditionnelle qu'on a de les utiliser. Donc à l'arrêt de l'OS, on considère que les données sont perdues. Elles sont perdues, c'est bon, on considère elles sont perdues puisqu'elles résident en RAM. Bien, on va d'abord commencer par parler des queues de messages. Les queues de messages, donc message queues en anglais, ou fils de messages, sont des flux de données, et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sont des flux qui sont similaires aux tubes. Ça ressemble à des tubes dans le mode de fonctionnement. Et elles ont les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire que ce sont des listes chaînées FIFO, first in, first out, des listes chaînées de messages. Alors là, on voit déjà, on a le terme message, alors que dans le tube, on n'avait pas la notion de message. On avait un tube de données, un flot de données. Ici, on a une liste chaînée de messages. Donc déjà, il y a un truc en plus là par rapport au tube. Mais c'est du FIFO, first in, first out, comme pour les tubes. Ces queues de messages sont accessibles globalement au niveau du système, et du fait qu'elles sont accessibles globalement ça signifie que n'importe quel processus peut y avoir accès, et bien, tout comme pour les fichiers, on met en place des droits. Et on va voir que les droits se gèrent comme pour les fichiers. Ces queues de messages sont accessibles en lecture et en écriture, simultanément, ça c'est important, par un ou plusieurs processus. Ça veut dire que, contrairement à notre tube, où on avait dit un processus s'il lit dans un tube, il peut pas écrire parce que c'est bloquant, donc ça veut dire que quand il est en train d'écrire, il faut avoir quelqu'un pour lire, et s'il est en train de lire, il faut quelqu'un pour écrire. Donc il peut pas être des deux côtés du tube. C'est très compliqué d'être du côté du tube. Avec des tubes en mode non bloquant, on pourrait imaginer que ce soit possible, mais c'est pas le mode de fonctionnement. Ce serait un peu bizarre d'avoir un tuyau qui sort et qui rentre dans le même... voilà, c'est comme si j'avais un tuyau qui sort de mon robinet et qu'en fait il boucle et puis retourne dans le tuyau sur lequel se trouve le robinet. Il retourne dans le robinet. Donc c'est un peu ridicule, ça n'a pas tellement d'intérêt de fonctionner comme ça. Donc les tubes sont soit en lecture, soit en écriture pour un processus donné, la plupart du temps c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, les queues de messages, elles, peuvent être en lecture et peuvent être écrites et lues par le même processus. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau par rapport au tube. Donc simultanément, et surtout par un ou plusieurs processus. On peut avoir un ou plusieurs processus écrivains et un ou plusieurs processus lecteurs. Et contrairement au tube, on a la capacité de gérer des priorités dans ce flux FIFO. On va voir ce que ça signifie, comment dans un flux FIFO on peut gérer des priorités, parce que dans un tube, les données, elles sont écrites first in, first out. La première donnée qui est écrite dedans, c'est la première qui sort. Donc comment on peut gérer des priorités? Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se dépasser à l'intérieur? Non, il y a une explication à ça. Et généralement, ils sont non bloquants. Ça signifie aussi que un processus écrivain n'a pas besoin d'avoir en face un processus lecteur. On peut avoir une désynchronisation des deux. On n'a pas l'obligation d'avoir à un instant T les deux protagonistes dans cette histoire, d'avoir celui qui écrit et celui qui lit qui sont présents en même temps. Alors on a quand même des limites, on a trois limites qui sont modifiables par route. Alors là on parle des queues de messages. Ces trois limites portent trois noms, mais le message max, donc c'est la taille maximale d'un seul message dans une queue de message. Donc une queue de message, c'est une liste chaînée de messages, et chaque message a une taille maxi qu'il ne peut pas dépasser et qui est donnée par la constante message max, MSG MAX. MSG MNB, c'est la taille maxi de tous les messages cumulés dans une queue de messages donnés.
Donc on a la taille maxi d'un message, et on a aussi la taille maxi, la somme de toutes les tailles des messages à un instant T dans une queue de message. Eh bien on a aussi une limite de cette taille maxi cumulée. Et une troisième constante qui est le MSG-MNI, donc c'est le nombre maximum de queues de messages dans le système. Donc on peut avoir plusieurs queues de messages, et on ne peut pas dépasser la valeur qui est donnée par la constante MSG-MNI. Donc ces trois constantes, ces trois paramètres, on va dire, ces trois limites sont aussi des constantes, donc des dièse define, qu'on peut utiliser dans du code en C. Donc il faudra aller voir les fonctions qu'on va voir de manipulation des queues de messages. Ben, vous faites un man dessus, vous allez voir que dans le synopsis vous aurez le dièse include pour utiliser les queues de messages ou les autres IPC qu'on va voir. Et bien dans ces includes là se trouvent les définitions de ces trois constantes, MSG max, MSG MNB et MSG MNI. Donc utilisez ces constantes là dans vos programmes en C. Ces limites sont aussi consultables et modifiables par un administrateur, donc par root notamment, et sont présentes, sont visibles, sont lisibles dans le pseudo file system /proc que maintenant vous connaissez. Donc dans /proc /6/kernel se trouvent trois pseudo fichiers qui s'appelle MSG max, MSG MNB, MNB pour max number of bytes, donc le nombre maxi d'octets de tout message confondu, et le MSG MNI, donc MNI pour max number of IDs, donc c'est le nombre maximum de queues de messages. Donc ces trois pseudo-fichiers contiennent trois valeurs numériques qui vous donnent la taille maximum d'un message, la taille maximale total de l'ensemble des messages, et MSG-MNI, le nombre maximum de queues de messages. Avec la commande syscontrol, on peut aussi consulter et modifier, pareil en ayant des droits d'administration, ces paramètres en utilisant donc syscontrol espace kernel.msgmax pour afficher la valeur, et syscontrol-w, le -w comme write, kernel.msg-mnb, alors ce sont des exemples, hein. On peut le faire avec msgmax, msg-mnb et msg-mni, pardon. Donc juste syscontrol kernel. Le nom de la constante pour l'afficher, et syscontrol-w pour la modifier, kernel. La constante, enfin le paramètre, égale la valeur que vous souhaitez modifier. Donc par exemple 1024 pour modifier la valeur de MSG MNB qui nous donne la taille maxi de tous les messages dans une queue de messages. La modification donc, des limites avec syscontrol n'est pas permanente, hein. Donc on modifie ponctuellement, alors c'est sur le système complet, hein, donc c'est pas uniquement pour un utilisateur ou un processus, c'est sur tout le système. On modifie donc ces constantes avec l'appel de la commande système syscontrol, mais une fois qu'on va rebooter, les valeurs par défaut vont revenir. Si on veut changer les valeurs par défaut, donc obtenir une persistance après le reboot, eh bien, il faut les changer, soit les insérer si elles n'existent pas, dans le fichier etc syscontrol sysctl.conf. Et ce fichier peut parfois être sur certains systèmes dans etc/syscontrol.d, qui est un dossier, alors je mets étoile-custom.conf, à vous de voir le étoile, quel nom il possède sur votre système. Donc dans ces fichiers, vous allez trouver effectivement ces différents paramètres, ceux-là et puis tous les autres dont on va parler dans les prochains chapitres là, dans ce CM. Donc tout ça se modifie dans ces fichiers-là. Donc au prochain reboot, ces fichiers-là sont lus au moment du boot pour fixer les valeurs par défaut du système. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais on atteint une limite? Les queues de messages, donc petit rappel, les queues de messages sont généralement non bloquantes. C'est leur mode de fonctionnement d'être non bloquant. On peut les passer en mode bloquant, mais c'est pas l'idée. Les tubes sont bloquants, c'est plutôt l'idée, et les queues de messages sont plutôt non bloquantes. C'est plutôt de cette manière-là qu'on les utilise. Si une limite est atteinte, c'est-à-dire qu'il n'y a par exemple plus de place pour écrire un message dans la queue de message, eh bien l'écriture ne va pas avorter,
l'écriture va se bloquer jusqu'à ce qu'on dispose de suffisamment d'espace. Par contre, si un message à lui tout seul dépasse l'une de ces limites, eh bien jamais on pourra l'écrire, puisque tout seul il dépasse déjà, par exemple, la taille d'un message, ou la taille globale de tous les messages d'une queue de message. Donc on aura beau attendre aussi longtemps qu'on veut, si déjà lui tout seul il dépasse la taille, c'est pas la peine de rester à attendre, donc il sera rejeté. Par contre, si effectivement il n'y a pas assez de place pour ce message en particulier pour être écrit dans la queue de message, eh bien il va y avoir un blocage jusqu'à ce qu'on dispose de suffisamment d'espace. C'est pas impossible que d'autres petits messages en parallèle, ayant eux par contre suffisamment de place pour, on imagine, on veut écrire un message qui fasse 1000 octets. Il y a 200 octets de libre dans la queue de message. Il y a un autre processus qui arrive, qui veut écrire dans la queue de message, il veut écrire un message de 100 octets. Eh bien, sur les 200, finalement, 100, c'est suffisant pour lui. Eh bien, il va écrire. Alors qu'il y en a un autre avant qui veut écrire plus, mais qui se retrouve bloqué. Bah, il va se retrouver bloqué jusqu'à ce qu'il y ait assez de place pour lui. Je dirais que c'est un petit peu comme dans un parking. Si un car veut rentrer et qu'il n'y a pas de place pour lui, bah, il ne va pas rentrer. Ça ne va pas empêcher 3-4 voitures individuelles de rentrer parce que pour elles, il y aura suffisamment de place pour garer la voiture. Donc le plus gros attend que, globalement, il y ait de la place pour lui tout seul. Alors les avantages par rapport à un tube, parce qu'on a dit qu'une queue de message est quand même quelque chose qui est similaire à un tube, eh bien on a donc cette similarité s'accompagne d'avantages. Quels sont les avantages ? Déjà, la notion de type de message, c'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, mais comment on peut gérer les priorités ? Eh bien, on peut gérer les priorités parce que la queue de message a des sous-canaux, donc on va pouvoir avoir des types de messages, en plus des priorités, parce que je dis qu'il y a aussi une gestion des priorités, mais il y a un mécanisme à l'intérieur de la queue de message qui va permettre quand même d'avoir comme possibilité d'avoir, donc déjà pour les types de messages, des sortes de sous-canaux, c'est-à-dire qu'on a un gros tuyau et à l'intérieur on a des petits tuyaux, et des petits tuyaux par type de message. Par exemple, on pourrait imaginer avoir une queue de message sur des informations sur l'exécution d'un processus. Et le processus va écrire des messages d'information, des messages de debug, des messages de warning et des messages d'erreur, par exemple. Eh bien, on pourrait avoir 4 canaux. Et ça permet en fait de, comme sur une autoroute, de dire j'ai un canal pour les camions, un canal pour les voitures, et puis peut-être un canal pour les véhicules lents. Voilà, j'ai trois lignes, et donc chaque type de véhicule va rouler sur sa file. Ce qui va permettre en fait ensuite de pouvoir traiter quand vous arrivez au péage. Vous voyez bien qu'au péage vous avez une file pour les camions, parce que en fait le guichet il est situé beaucoup plus haut, donc il faut bien que le camion il ait un guichet à sa hauteur, et non pas d'être obligé de sortir de son camion pour aller mettre ses sous. Là c'est un petit peu pareil, on pourra avoir donc un tube donc qui véhicule donc nos informations, mais avoir des sous-canaux à l'intérieur, et chaque sous-canal correspond à un type de message. Gestion des priorités, c'est pareil, on a la possibilité d'avoir à l'intérieur d'une queue de message, possibilité d'avoir des espèces de fils de dépassement. Donc en fait, si on écrit, donc c'est un FIFO, avec quand même une réorganisation à l'intérieur par priorité de certains messages, d'avoir des messages. Alors c'est pas qu'ils se doublent à l'intérieur, mais c'est que le lecteur peut, quand il lit, aller s'intéresser à des messages de priorité différentes, voilà, et dire je veux avoir un message de telle priorité, ou alors de tel sous-canal par exemple. Donc là on a vraiment possibilité, même si on est sur un FIFO, de pouvoir quand même avoir un peu mieux qu'un FIFO brut comme un tube. On a aussi la persistance aux arrêts des processus, au plantage notamment, donc ça c'est super important. On écrit dans la file d'information, dans la file de messages, pardon, on écrit des choses, mais si le processus plante, eh bien c'est pas perdu. Et après tout, celui qui a écrit dans la file,
Même s'il plante, l'information qu'il a écrite dans la file, elle peut quand même être intéressante, elle peut quand même être exploitable par celui qui va lire le message. Pareil, si jamais celui qui lit le message s'arrête pour une raison donnée, parce que l'utilisateur a décidé de l'arrêter, par exemple, bien les messages vont rester dans la queue de messages, et puis quand on va relancer le message, il va poursuivre sa tâche. Donc c'est pas une idée inintéressante, au contraire. Donc c'est un côté pratique par rapport aux tubes qui, eux, ils sont totalement vidés. C'est-à-dire que si on n'a pas lu, c'est perdu. Et enfin, l'accès simultané par plusieurs processus. Mais attention, on est quand même sur du FIFO. C'est-à-dire que premier arrivé, premier servi. Celui qui obtient le message l'obtient pour lui. C'est pas un message qui est partagé entre tout le monde. Donc ça reste quand même de la consommation extraction, c'est-à-dire qu'on consomme le message, on extrait le message pour un processus et il n'est plus disponible pour les autres. Ça reste comme pour un tube. Maintenant, il y a quand même aussi certains inconvénients qu'on avait dans les tubes et qui restent présents aussi pour les queues de messages, c'est que c'est une file. Donc on n'a pas la possibilité d'aller piocher un message donné. Alors, les types de messages et les priorités permettent un petit peu de contourner partiellement ce problème-là, mais un lecteur ne peut pas aller dire hop là, je prends le dernier ou l'avant-dernier message, comme ça, de manière arbitraire. Non. Ça suit quand même une logique de first in, first out. Avec l'histoire des types de messages, avec les sous-canaux qui permettent quand même de nuancer un petit peu ce côté strict là du first in, first out. On a la possibilité d'arriver à contourner un petit peu le problème, mais dans un sous-canal, par exemple, par contre, ils arrivent dans le sens dans lequel ils ont été écrits. On ne peut pas aller sauter un message, dire bon, celui-là il m'intéresse pas, je prends celui qui est juste avant. Non, dans un canal, c'est dans un sous-canal, en tout cas, ça arrive, c'est consommé tel que ça arrive. Et un message est consommé dès sa lecture, donc c'est ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il va disparaître de la queue de message dès qu'il va être consommé, dès qu'il va être pris, il disparaît pour les autres. Donc même si on a plusieurs lecteurs, eh bien le premier qui lit, il consomme. On va maintenant parler des mémoires partagées. Les mémoires partagées, qu'on appelle aussi Shared Memory ou SHM, sont des zones donc de la mémoire qui peuvent être communes à plusieurs processus. Alors, on a vu jusqu'à présent que les processus, quand un processus fait un malloc, c'est alloué sur le tas, et avec le principe en fait de correspondance entre des adresses logiques et des adresses physiques, les blocs de mémoire qui sont alloués sont privés à un processus. Donc tout le monde a le même espace adressable, mais en tout cas, par exemple, à l'adresse 0, le premier bloc, l'adresse de 0 jusqu'à 1024, si on a un bloc de 1 kg par exemple, eh bien ce bloc-là va correspondre à une autre zone, à une zone de mémoire physique cette fois-ci, qu'on ne connaît pas, c'est le MMU qui le connaît, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son adresse, mais en tout cas cette tranche de 1 kg de mémoire de la mémoire physique, on a l'assurance, l'OS nous assure que c'est à nous et qu'il n'y a personne d'autre qui peut y accéder. Donc c'est le principe du cloisonnement des processus et de leurs segments de données. Mais avec les mémoires partagées, on va pouvoir contourner un petit peu ce problème, et ces blocs de mémoire partagés vont apparaître dans l'espace adressable comme les blocs de mémoire alloués par malloc apparaissent dans l'espace adressable de la même manière. Donc, comme pour les segments de mémoire qui sont alloués par malloc, les segments de mémoire qui correspondent aux shared memory, aux mémoires partagées, sont des blocs de mémoire qui ont une adresse physique, c'est ce que j'ai dit, je viens de dire, ils ont une adresse physique, et cette adresse physique-là n'est pas connue de votre processus, elle est connue du MMU. Les adresses physiques vont être, dans un processus donné, vont être associées à une adresse
logique cette fois-ci. Donc j'ai pris l'exemple tout à l'heure, l'adresse 0 peut de le 0 jusqu'à 1024, logique, ça va peut-être être l'adresse de 10 000 à 10 000 à 11 024. Enfin, on va faire 1000, on va faire pas paquet de 1000 plutôt que 1024, ça va être plus simple. Donc de 0 à 1000, logique va peut-être correspondre à l'adresse 10 000 à 11 000 physique. Donc ça c'est quand on fait un malloc. Quand on fait une mémoire partagée, ça va être pareil. Cette mémoire partagée se trouve physiquement à un endroit de la mémoire, donc de la mémoire physique, on va dire de 10 000 à 11 000. Dans mon processus A, ce bloc-là va peut-être correspondre à une adresse logique de 0 jusqu'à 1000, mais peut-être dans le processus B, puisqu'ils vont se partager le même segment de mémoire, on appelle ça un segment, la même zone de mémoire partagée, le terme partage vient de là, mais dans le processus B, peut-être que ce 10 000 à 11 000 là, va être placé logiquement à l'adresse 5000 à 6000, logique dans l'espace d'adressage du processus B. Donc vous voyez que A et B voient physiquement la même zone mémoire, mais logiquement, dans chacun des processus, ces zones mémoire ne sont pas aux mêmes adresses logiques. De ce fait, il est impossible de partager une adresse, donc un pointeur, entre processus. C'est un non-sens, on ne peut pas le faire. Pour les mémoires partagées, on a aussi 3 paramètres qui nous donnent des limites concernant ces mémoires partagées, qui sont modifiables par route. Donc le SHM, tout à l'heure on avait MSG pour les message queues, là on a SHM pour les share memories, donc SHM max. Alors les noms ne portent pas tout à fait les mêmes enfin les constantes ne sont pas tout à fait du même nom. Me demandez pas pourquoi, c'est encore une bizarrerie, mais SHM max donc, va avec le MSG max de tout à l'heure, donc SHM max c'est la taille maxi, cette fois-ci d'une share memory, d'une SHM, d'une mémoire partagée en octets, donc d'une allocation, voilà, on demande à avoir tout comme on fait un malloc, on va demander aussi une mémoire partagée, de la même manière, ça se fait pas par un malloc, mais on va voir avec quelle fonction ça se fait, mais on a le droit d'allouer une taille maxi. Alors la taille maxi, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on pourrait faire avec un malloc, parce que c'est de la mémoire partagée, et que c'est une zone de mémoire un peu plus rare, on va dire, enfin un peu plus rare, c'est la même mémoire, c'est la mémoire physique de l'ordinateur, mais ce sont quand même des zones de mémoire qui ne peuvent pas être utilisées par les mallocs. Donc elles sont plus ou moins réservées. Et du fait qu'elles soient réservées, on n'en réserve pas trop parce que finalement, il n'y a pas beaucoup besoin d'avoir des SHM sur un système. Donc on réserve une zone relativement faible. Donc le SHM max donne la taille maxi en octets qu'on peut allouer en une seule fois. Le SHM all, c'est la somme de toutes ces SHM cumulées. Donc on peut faire plusieurs share memory, plusieurs malloc entre guillemets, c'est encore une fois c'est pas des malloc, mais c'est comme des malloc, c'est comme si on pouvait faire plusieurs malloc. Donc le SHM max c'est la taille maxi de ce de ce malloc spécial qu'on peut faire en une seule fois. Le SHM all c'est la somme de tous les malloc spéciaux qu'on peut faire. Encore une fois, je répète, c'est pas des malloc qu'on fait, ça ressemble à un malloc. Et le SHM MNI, c'est le nombre maximum de share memory dans le système. Donc en nombre de mémoire partagée, pas en taille. Ça aussi, ce sont des constantes qu'on trouve dans des diez-define, qui sont utilisables, bien évidemment, utilisables et à utiliser dans votre code en C. Ne mettez pas des valeurs en dur, parce que vous aurez vu que finalement le SHM max c'est 1 méga. Non, mettez pas 1 méga, utilisez le SHM max comme constante dans votre code et non pas une valeur en dur. Comme toujours, on utilise des constantes dans un programme en C et dans n'importe quel programme d'ailleurs. Ces diez-define sont définis dans des includes que vous incluez. Vous faites un man d'une des fonctions de SHM, enfin des share memory, on va voir les fonctions juste après, et vous regardez dans le synopsis quels sont les diez-includes à intégrer. Ces limites sont aussi consultables et modifiables par route comme pour tout à l'heure, dans /proc/6/.
kernel cette fois-ci. Non, kernel, oui, cette fois-ci, elle s'appelle SHM Max, SHM All et SHM MNI. Comme on avait le Message Max, Message MNB et MSG MNI. Et avec la commande syscontrol, de la même manière, on peut faire un syscontrol sysctl, sysctl kernel.shmmax pour afficher, et -w, le kernel. Donc la constante, le paramètre qu'on veut modifier, égale la valeur pour la modifier. Il faut avoir les droits en route pour le faire, sinon on ne peut pas. Les avantages d'une SHM eh bien, sont tous les avantages d'un segment de mémoire, d'un malloc classique. C'est pas un malloc, ça ressemble à un malloc, mais on a tous les avantages d'une zone de mémoire allouée avec un malloc, qui serait allouée avec un malloc, c'est-à-dire l'accès direct et aléatoire à la mémoire, la rapidité et l'efficacité des accès. C'est hyper rapide d'accéder à de la mémoire, ça reste de la mémoire, même si elle est partagée, ça reste de la mémoire physique de votre ordinateur. Pas de code spécifique une fois que la SHM est montée, entre guillemets, montée, c'est-à-dire ce terme on va le voir un petit peu plus loin, dans l'espace d'adressage, donc on va le voir un petit peu plus loin le terme, ou on va le voir en TP peut-être plutôt. Donc il n'y a pas de code spécifique une fois que la share memory donc, est montée, eh bien on obtient un pointeur vers une zone de mémoire, et hop, c'est parti, on utilise le pointeur comme on utilise un pointeur avec un malloc. Ça marche exactement de la même manière. Et tous les processus qui partagent donc une share memory peuvent y accéder sans duplication ou sans recopie des données par l'OS. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais dit que quand on avait un processus père, un processus fils, qui avait donc les mêmes espaces de données, quand le père fork un processus fils, tant que les deux accèdent aux données en lecture, eh bien ils accèdent en fait aux mêmes données, et dès qu'il y en a un qui essaie d'écrire dedans, hop, il y a une duplication des zones de mémoire, parce que chacun a sa copie à lui de la mémoire. Donc ça, c'est pour la mémoire malloc, la mémoire allouée sur le tas ou sur la pile, ça fonctionne de cette manière-là. Donc il y a une duplication, une recopie des données par l'OS. Là, pour les share memory, c'est vraiment du partage-partage. C'est un processus A et un processus B ont accès à la même share memory. Ce que A écrit dans la share memory, le B le voit instantanément. C'est la même zone de mémoire physique, même si elle est à une adresse différente dans chacun des deux processus, parce qu'en fait le mappage entre la partie physique et la partie logique, ça peut nous donner des adresses différentes, mais en tout cas, la mémoire physique est exactement la même. Donc quand un a écrit dedans, l'autre voit immédiatement, sans aucune duplication ou recopie des données. Les inconvénients, une SHM n'a pas de mécanisme de communication en soi. C'est de la mémoire partagée. Donc c'est des zones de mémoire où chacun peut aller taper ou écrire dans cette zone de mémoire. C'est tout. Il n'y a pas du tout vraiment de mécanisme de communication. C'est ni plus ni moins une écriture commune dans un fichier. C'est comme si vous aviez un Google Doc ou un document Word partagé dans le cloud. Chacun vient écrire dedans. Donc on partage des données, mais on ne peut pas appeler ça un mécanisme de communication. C'est un outil de communication, mais c'est pas un mécanisme. C'est-à-dire que la SHM donc assure l'accès commun et partagé donc à ce segment de mémoire, mais il n'y a aucune signalisation. C'est-à-dire que si le processus A écrit dedans et que le processus B n'est pas en train de surveiller est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dedans, il ne le saura pas. Donc il n'y a pas de signalisation. Et il n'y a pas non plus, ça c'est hyper important, il n'y a pas d'espace d'adressage identique au niveau logique. Donc je l'ai déjà dit par 2 fois, je viens de le dire là un tout petit peu avant, je le répète encore, c'est-à-dire qu'en fait, physiquement, votre bloc de mémoire partagé sera peut-être à l'adresse 10 000. Pour le processus A, ce bloc-là, dans son espace d'adressage, va apparaître à l'adresse 0. Dans le processus B, ce même bloc, ce même segment de mémoire partagé va apparaître à l'adresse 5000. Donc si vous stockez à l'adresse 0 à l'adresse 5000, vous stockez
un pointeur vers une autre adresse de la mémoire partagée, par exemple. Eh bien, si le processus A dit, bah, tiens, dans mon segment de mémoire partagée, je vais stocker un pointeur qui référence quelque chose un peu plus loin dans ce même segment de mémoire partagée. Par exemple, 100 octets plus loin. Donc il va stocker à l'adresse 0 de son segment de mémoire partagée, il va stocker un pointeur en disant, bah, ce pointeur il vaut 100, puisque c'est 100 octets plus loin. Donc c'est l'adresse de l'information, de telle information se trouve à l'adresse mémoire 100. C'est un peu, si on fait un « et » devant une variable, on obtient son adresse mémoire. Bon, c'est bien beau, mais le processus B voit exactement le même segment de mémoire partagée. Qu'est-ce qu'il va voir à son adresse 5000 cette fois-ci, parce que le bloc de mémoire partagée se trouve à l'adresse 5000 logique chez lui. Eh bien, il voit un pointeur qui va lui donner l'adresse d'une information dans ce segment de mémoire partagée. Il voit comme valeur, il voit 100. Ben, il se dit, bah, très bien. Donc c'est à l'adresse 100 que je vais trouver l'information que je cherche. C'est raté, parce que l'adresse 100 chez lui, c'est tout à fait autre chose. Alors que pour lui, finalement, ça devrait être 5100. Donc, éventuellement, un pointeur peut se stocker par un offset, par un déplacement par rapport à l'adresse du début de la mémoire partagée, mais en tout cas pas par une valeur absolue d'un pointeur. Donc, on ne peut pas y stocker des pointeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun sens parce que les processus qui vont se partager ce segment-là, ce segment va apparaître dans leur espace de stockage à des endroits différents. Donc, y stocker un pointeur, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire pour un processus qui le stocke va pouvoir le réutiliser, cette valeur-là, parce qu'il est dans son espace à lui. Mais en tout cas, c'est pas pour aller le partager avec un autre processus. Donc finalement, un pointeur n'a rien à faire dans un segment de mémoire partagée. Si on veut le stocker, c'est pour un usage local dans un même processus. C'est pas pour un partage avec un autre processus. Si vous voulez le faire, ça peut fonctionner par, je vous dis, un offset, un décalage par rapport à une adresse de base qui n'est pas la même, mais qui chacun va faire ce décalage. Je veux dire, si dans le segment de mémoire partagée, par rapport au début de mon segment, l'information intéressante se trouve à 100 octets plus loin, on peut y placer 100 si on veut. Mais il faut savoir que c'est pas l'adresse 100, c'est juste l'adresse plus 100 par rapport à un point de départ que chacun a, qui est différent dans chacun des processus, mais chaque processus va pouvoir faire son décalage, dire « Ah ok, c'est 100 de plus par rapport à mon début de segment de mémoire partagée. Le processus A, son début de segment, c'est 0, plus 100, ça va faire 100. Le processus B, son début de segment, c'est 5000, 5000 plus 100, ça fait 5100. » Là, d'accord, ça fonctionne, mais on ne peut pas appeler ça un pointeur, c'est juste un offset, on va dire. Donc ça, c'est hyper important. Ne stockez pas des pointeurs, ça veut dire que par exemple, quand vous avez des listes chaînées, j'espère que vous vous rappelez de vos cours d'algo avancés, des listes chaînées où vous avez des pointeurs vers l'élément suivant. Et bien ça, si c'est stocké dans une zone de mémoire affectée par malloc, pas de problème, ça fonctionne très bien. Si vous êtes dans une zone de mémoire allouée par une SHM, donc par une fonction SHM qui vous retourne un bloc de mémoire partagé, stop, vous êtes en train de partir dans le mauvais sens, parce qu'en fait, vous allez avoir dans votre liste chaînée des pointeurs, et si vous avez des pointeurs, eh bien, c'est pas du tout ça que vous voulez. Alors, on est bien d'accord, quand on parle de mémoire partagée, c'est partagé avec un autre processus. Si c'est partagé avec soi-même, bien évidemment, ça fonctionne. Mais attention, c'est que si votre processus s'arrête et que vous le relancez, et que votre SHM, donc elle n'a pas été vidée, on a vu que c'était l'un des intérêts des SHM, qu'elle ne soit pas vidée, qu'elle résiste en fait à un arrêt de processus. Donc quand vous allez relancer votre processus, il va à nouveau se rattacher au même segment, retrouver donc ses données. Oui, mais là, c'est comme si on était sur un nouveau processus. Rien ne vous assure que ce segment qui était à l'adresse 0 la première fois, vous n'allez pas l'avoir à l'adresse 3000 lors d'un prochain lancement. Donc les pointeurs n'auront encore plus rien à voir, ce sera ridicule d'accéder à ce pointeur-là. Vous avez un crash quasiment assuré de votre processus. Donc on ne peut pas, exemple, stocker deux listes chaînées dans une SHM, ça ne fonctionnera pas. Vous avez toutes les chances de vous planter. Donc pas de pointeur dans les listes, dans les SHM. Ou alors vous mettez un mécanisme qui est capable de faire cette translation, avoir une stocker dans votre SHM quelle était l'adresse de référence de la SHM la fois précédente, et puis tout faire par décalage.
Parlons maintenant des sémaphores. Alors, le sémaphore, c'est un moyen de communication très ancien, puisqu'il date des années 1790, donc ça fait plus de 200 ans de ça, qui a été mis au point par des Français, les frères Chappe. Le sémaphore servait à passer des messages d'un sémaphore à un autre. Donc c'était souvent les sémaphores étaient mis sur des points culminants, des montagnes, des collines ou des immeubles un peu hauts. Et parce qu'il fallait qu'il soit visuellement, il fallait qu'il se voie d'un sémaphore à un autre sémaphore. Et ça passait comme ça de relais en relais. Donc d'un point A, pour aller d'un point A à un point C, on passait par un point B qui voyait le point A et le point C, alors que le point C ne voyait pas le point A, et le point A pas le point C, bien évidemment. Donc on passait des messages donc d'un sémaphore à un autre de manière visuelle. Et ça fonctionnait par la position de deux bras articulés, en fonction de la position des deux bras. On avait même parfois de la lumière au bout des deux bras pour que la nuit on puisse les voir. Et bien on passait des messages, la plupart du temps c'était tout simplement de l'alphabet, de A à Z, et avec des chiffres éventuellement. Et on passait les messages comme ça, lettre par lettre. Bien évidemment, on est très loin de l'informatique avec cette histoire. Dans la vie quotidienne, on connaît des usages de sémaphores, peut-être qu'on les appelle pas des sémaphores la plupart du temps, même si quand vous allez du côté de Pyros-Guirec un peu plus loin, vous avez la route du sémaphore et vous avez un sémaphore là, oui c'est un sémaphore, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière, c'est pas des bras articulés, c'est des fanions qu'on monte, qu'on descend, mais c'est toujours passage de messages, l'idée c'est de passer des messages. Donc l'usage qu'on connaît des sémaphores peuvent être donc effectivement pour passer des messages, mais aussi aujourd'hui dans un usage beaucoup plus commun, plutôt pour restreindre un accès. Et on a un exemple, enfin plusieurs exemples, mais je vais vous en citer deux. Qui sont les feux tricolores dans la rue, qui permettent de donner un accès à la route, au carrefour ou au passage piéton. Par exemple, donc les feux tricolores sont des sémaphores, et les drapeaux sur la plage, drapeau rouge, drapeau vert, drapeau orange, qui permettent d'indiquer baignade autorisée, ou dangereuse, ou interdite. Voilà, donc ce sont des sémaphores qu'on connaît dans la vie de tous les jours, même si on n'utilise pas forcément le terme de sémaphore pour les désigner. Mais bon, c'est toujours pas de l'informatique, mais c'est un petit peu plus proche que les sémaphores de Chappe. Et en informatique, les sémaphores sont un mécanisme qui a deux usages. Le premier usage, c'est restreindre l'accès à une ressource. Et le deuxième, c'est synchroniser des processus. Et l'analogie avec le sémaphore donc historique de Chappe a été utilisée donc par un informaticien néerlandais qui s'appelle Edsger Dijkstra. Je suis désolé pour ma prononciation qui est très certainement pas la bonne, mais c'est l'informaticien il est célèbre justement pour avoir le premier mis en place donc ces fameux sémaphores. Donc il va inventer le sémaphore informatique. Et pourquoi il va l'inventer? Parce qu'il a besoin de résoudre un problème, un accès concurrent à une ressource donnée. Donc c'est le point de départ de dire comment faire quand on a une ressource et qu'on a potentiellement plusieurs demandes simultanées à cette ressource, et qu'on ne peut pas délivrer la ressource à tout le monde, voire qu'on peut la donner qu'à un seul demandeur à la fois. Le mécanisme est finalement très simple, c'est que pour accéder à une ressource, il faut avoir un droit d'accès à cette ressource. On va appeler ça un sésame, et ce sésame, on va l'obtenir auprès d'une autorité qui possède toute seule, il y a qu'elle qui possède ce droit, ce pouvoir de délivrer le sésame. Donc une fois qu'on a le sésame, qu'on possède le sésame, qu'on nous l'a donné, on a un accès garanti à la ressource. Mais une fois qu'on aura utilisé cette ressource, qu'on aura terminé d'utiliser la ressource, le sésame, il va falloir le rendre à l'autorité qui nous a donné le sésame, qui pourra maintenant, une fois qu'elle aura récupéré son sésame, le donner à un autre demandeur d'accès à cette ressource. En informatique, l'autorité, c'est tout simplement l'OS. L'OS, c'est celui qui gère
tout le système, enfin le système qui gère l'électronique et les périphériques qui sont branchés à notre ordinateur. Et le SISAM, bien évidemment, il est virtuel, puisqu'on est quand même dans l'informatique. On n'a pas un petit carton avec un nom et une photo dessus qui va distribuer. Donc tout ça, c'est virtuel. Quand une demande d'autorisation donc est faite à l'OS, eh bien l'OS va tout simplement répondre. Donc voilà, c'est là où c'est virtuel. Il va répondre « Ok, tu peux accéder » ou « Non, tu ne peux pas accéder ». Donc c'est une réponse booléenne. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, ça signifie qu'il donne le sésame au demandeur, et si c'est non, ça signifie qu'il le refuse. Et dans l'autre sens, quand celui qui a obtenu le sésame veut rendre le sésame, eh bien il va tout simplement dire à l'OS qu'il a terminé avec les ressources, et donc qu'il libère le sésame. Donc l'OS va récupérer son sésame et pouvoir le redonner à quelqu'un d'autre. À un autre processus. Il est possible donc de demander à l'OS un droit d'accès à une ressource, mais en lui disant que, parce qu'on a vu où il nous répond oui ou non, mais on peut lui demander qu'il nous bloque, c'est-à-dire qu'en fait on veut obtenir le sésame pour accéder à la ressource, mais on veut pas qu'il nous réponde que non, on n'a pas le droit. Donc en fait, on va lui dire bloque-moi tant que tu me donnes pas la possibilité d'accéder à la ressource. Donc si le sésame n'est pas disponible, parce que y a un autre processus qui possède déjà le sésame, eh bien la demande va rester en attente, et notre processus, enfin celui qui demande en tout cas, va se retrouver bloqué. Va se retrouver bloqué un petit peu comme on est bloqué dans la lecture d'un tube quand il n'y a rien à lire. Voilà, on est dans l'attente. Et dès que le sésame va être libéré, donc dès que la demande va pouvoir être satisfaite, eh bien le demandeur va être servi et va se retrouver donc débloqué. Ce mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement finalement qu'on trouve au feu tricolore dans la rue, et quand une voiture arrive et que le feu est au rouge, elle fait pas demi-tour la voiture, elle attend. Donc là c'est pareil, elle est bloquée. Exemple d'utilisation, donc on va utiliser un sésame quand on fait une action qu'on dit non atomique, c'est-à-dire qu'en fait, une action qui va durer suffisamment longtemps pour que potentiellement il y ait une probabilité pour que un autre processus débarque et tente d'accéder en fait à la même ressource ou de la manipuler avant qu'on ait eu le temps de mettre à jour ou de modifier notre ressource. Exemple, l'envoi d'un fichier à une imprimante. C'est quelque chose qui est quand même assez long. Eh bien, l'envoi d'un fichier à une imprimante, tant qu'elle est en train d'imprimer, alors il y a des files d'attente sur l'imprimante, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va prendre une imprimante ancestrale, matricielle, voilà, qui imprimait des lignes avec zig sur du papier. Eh bien, ces imprimantes-là, quand on était en train d'imprimer, on ne pouvait pas imprimer autre chose, sinon ça venait se télescoper, et puis ça viendrait se télescoper. Donc, tant qu'elle est en train d'imprimer, un autre processus ne peut pas venir imprimer. Donc c'est une action qui est non atomique, et ça peut prendre du temps. Ça pouvait prendre des dizaines de minutes pour imprimer un long listing, par exemple. Eh bien, là, on peut mettre en place effectivement un sémaphore pour dire tant que je suis en train d'imprimer, c'est pas la peine de venir, tu peux venir me demander d'imprimer, en tout cas tu vas te retrouver bloqué. Donc c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on veut incrémenter, donc là on retrouve quelque chose qui est complémentaire. Donc je vous avais dit, donc les IPC sont, SH, Share Memory, Sémaphore et les message queue sont donc complémentaires. Là on voit justement un usage complémentaire. On a une share memory, et puis dans la share memory, je rappelle, la share memory elle est partagée entre plusieurs processus. Donc ce problème-là que je vais décrire, c'est pas un problème qu'on va rencontrer avec un malloc, parce que quand on écrit un malloc, il est pour nous, pour notre processus. Quand on écrit à un endroit, on est sûr de pas pouvoir lire, parce que c'est nous-mêmes, on est les seuls à manipuler notre mémoire, la mémoire qui est allouée par un malloc, donc on n'a pas de risque.
d'écrire en même temps qu'on lit. Mais sur une shared memory, vu qu'elle est partagée entre plein de processus, eh bien, si on accède à une shared memory pour incrémenter une valeur, eh bien, on est dans le cas d'une action non atomique. Pourquoi ? Parce que écrire dans une zone de mémoire, c'est une instruction machine. Donc ça c'est atomique. On peut pas, le processeur, enfin le système, le scheduler peut pas nous arrêter pour donner la main à un autre processus en plein milieu de notre écriture d'une mémoire, parce que c'est une seule instruction machine. Donc on a la certitude qu'on ne sera pas bloqué. Le problème, c'est que l'incrémentation, c'est pas une seule action. Enfin, on va considérer que c'est pas une seule action. Il y a des instructions qui permettent de le faire, mais on va considérer que c'est pas une seule instruction. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, ou l'incrémentation, on va dire, l'ajout de 10, de 10 unités à une valeur. Ça, on est sûr que c'est pas atomique, parce qu'il n'y a aucune instruction machine qui permette de rajouter 10 à une zone de mémoire. Donc, on a besoin de lire la cellule. On a besoin d'ajouter à cette cellule, enfin à ce qu'on a lu, d'ajouter une certaine valeur, et on a besoin de réécrire le résultat dans la même cellule. Donc c'est 3 actions. Donc, et on peut se retrouver interrompu en plein milieu, c'est-à-dire on a fait la lecture, mais on n'a pas le temps de rajouter les 10 et puis d'écrire. On est interrompu et le scheduler donne la main à un autre processus. Et pas de bol, il donne la main à un processus qui aussi a un accès à la shared memory, et pas de bol, en plus, il va accéder à cette même zone de mémoire. Vous allez me dire, oh là, vraiment, c'est le pas de bol de chez pas de bol. Potentiellement, c'est tout à fait possible. Donc, si on veut s'assurer de pouvoir tranquillement faire cette lecture, cet incrément, cette réécriture, eh bien, on peut mettre en place un sémaphore, et les deux processus A et B, quand ils vont avoir besoin d'écrire dans la mémoire partagée, eh bien, ils vont d'abord demander le sémaphore, ils vont obtenir un sésame, dire comme ça, c'est bon, tu peux y aller, tu vas pouvoir avoir le droit d'écrire dans le sémaphore, je te l'assure, parce que si un autre processus qui possède un accès à la shared memory demande la même chose que toi, je vais le bloquer, tant que tu m'auras pas rendu le sésame. Donc moi je fais ma petite FR tranquillement, je fais mon petit incrément, ma lecture, mon incrément, mon réécriture, et une fois que j'ai terminé, je rends le sésame en disant c'est bon, j'ai terminé. Du coup, si un autre processus était arrivé en parallèle, avait tenté de faire la même chose, et bien il se serait retrouvé donc bloqué, jusqu'à ce que je libère le sémaphore, et dans ce cas-là, l'autre processus obtient le sémaphore et peut faire son action. Alors, dans cette histoire-là, on peut se dire, mais à chaque fois que je vais lire dans ma SHM, il va falloir que je demande le sémaphore. Alors, pas forcément. On peut très bien dire, pour la lecture, il n'y a pas de question de bloquer un processus qui voudrait lire pendant que moi je suis en train d'écrire, même si je suis coincé entre deux. Bah, si j'ai pas terminé de ma modification, bah, il va lire l'ancienne valeur, et si j'ai terminé ma modification, il va lire la nouvelle valeur. De toute manière, si c'était pointé une fraction de seconde avant même que j'entreprenne mon écriture, mes trois actions, lecture, incrément, écriture, il aurait bien lu l'ancienne valeur. Donc à une fraction de seconde près, ça ne changerait rien du tout. Donc on n'a pas d'obligation à mettre un sémaphore pour la partie lecture. Là, dans l'exemple que j'ai donné. On peut avoir cette obligation, ou cet intérêt de mettre aussi en lecture, si on va modifier plusieurs zones et qu'on ne veut pas se retrouver dans un état entre les deux. C'est-à-dire que si on a besoin de modifier 3 variables dans notre SHM, et que ces 3 variables, la cohérence, c'est que les 3 valeurs en commun ont une cohérence, et si on les modifie, il y a 3 nouvelles valeurs qui vont être écrites, et que il faut que ces 3 valeurs soient écrites pour que, à nouveau, on ait une cohérence de ce triplet de valeurs. C'est-à-dire si on a 1, 2, 3 qui est une valeur, un triplet cohérent, et que 4, 5, 6 est un autre triplet cohérent, par contre 1, 2, 6 n'est pas un triplet cohérent, ou 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3 n'est pas un triplet cohérent, vous voyez, qu'on se retrouve à avoir modifié juste une valeur et puis pas les deux autres, et bien là oui, donc dans ce cas-là, on va aussi mettre en place un sémaphore de lecture, parce que notre modification potentiellement peut se retrouver
si quelqu'un accède en même temps en lecture, on peut se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises, d'avoir une partie modifiée, l'autre partie pas modifiée, et d'avoir effectivement une incohérence dans l'ensemble de ces trois valeurs. Donc dans ce cas-là, par contre, on mettrait un sémaphore de lecture en même temps qu'on a un sémaphore d'écriture. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu des situations. Mais pour l'exemple que j'ai donné là, si on est en cours d'écriture mais qu'on n'a pas terminé, finalement l'autre il va lire l'ancienne valeur et ça pose aucun problème. Autre exemple, l'écriture d'un bloc de texte, par exemple dans un fichier. Donc si on veut écrire une zone de texte, enfin du texte dans un fichier, mais un gros morceau de texte qui fait plusieurs dizaines de mégas par exemple, et bien l'écriture va pas être atomique. On va écrire secteur par secteur, enfin bloc par bloc, et on peut avoir plusieurs blocs, ça peut être des dizaines, des centaines de blocs qu'on va écrire dans notre fichier avant que l'écriture soit terminée et que le fichier ait retrouvé une consistance, un état propre. C'est-à-dire que, je sais pas, on a un texte qui contient le corbeau et le renard, le texte du corbeau et le renard, et puis qu'on commence à écrire le chêne et le roseau, et puis on a le début du chêne et le roseau, et puis à la fin on a le corbeau et le renard à la fin du texte. Et bien si on met pas en place un sémaphore, et bien un autre processus qui va venir lire le texte, il va avoir le corbeau et le renard, enfin le chêne et le roseau en début, puis ensuite il va lire la suite, et puis il va avoir le corbeau et le renard dans la fin du texte. Donc là, il y a une incohérence. Donc il faut que l'intégralité du texte soit écrite. Et là, on met en place aussi un sémaphore de lecture et d'écriture, comme je viens d'expliquer juste précédemment, pour être sûr que toute cette action, ces actions-là, qui peuvent prendre du temps, soient considérées comme atomiques, c'est-à-dire qu'elles soient monoblocs, et qu'on soit sûr qu'il n'y a rien qui vienne perturber ou tenter d'être lu pendant qu'on est en train de faire notre boulot. Utilisation, donc des exemples d'utilisation des sémaphores dans ce cas-là. Les limites, alors les sémaphores ont aussi des limites, et les sémaphores sont groupés dans des tableaux, des arrêts, donc des ensembles c'est un petit peu comme si on avait finalement à un carrefour, on n'a pas un sémaphore, en fait on a deux sémaphores, parce que le sémaphore nous dit est-ce que je peux accéder à la ressource. Donc là, la ressource c'est la route. Donc le sémaphore dit quand j'arrive sur une route avec un carrefour, avec deux routes qui se croisent, je vais demander au sémaphore est-ce que je peux passer. Je ne vais pas lui demander est-ce que je ne peux pas passer, je vais demander est-ce que je peux passer. Et donc je vais obtenir un sémaphore. Mais finalement, le sémaphore, il y a un deuxième sémaphore pour les piétons. Les piétons vont avoir aussi des sémaphores de passage qui sont à l'inverse des sémaphores des routes. Bon, tout ça, on peut dire que ça forme un groupe de sémaphores, un ensemble de sémaphores, et donc les sémaphores en informatique sont aussi groupés dans des ensembles. Et on a 4 limites, cette fois-ci, qui sont modifiables aussi par route, et uniquement par route, ou par un administrateur ayant les droits route. SEM-MSL, donc c'est le nombre maxi de sémaphores dans un ensemble, d'accord, dans un carrefour, voilà, on peut, si on garde cette analogie. Le SEM-MNS, donc qui est le nombre maxi de sémaphores dans tout le système. Et le SEM-OPM, qui est le nombre maxi d'opérations simultanées. Donc quand on manipule des sémaphores, on peut manipuler plusieurs sémaphores lors d'un même appel système. Et donc c'est le nombre maximum d'opérations. Donc on peut libérer 3 sémaphores ici, 2 sémaphores là, un autre ici. Voilà, donc c'est le nombre maximum d'opérations simultanées qu'on peut faire lors d'un unique appel système. Et cet appel-là, il est aussi atomique, c'est-à-dire qu'en fait, cette manipulation, cette obtention ou cette libération de sémaphores, sur un ensemble de sémaphores, ça se fait en une seule fois. Donc comme ça permet aussi, imaginez qu'on ait besoin d'obtenir un sémaphore pour un accès à... qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple, un accès à une imprimante, et on veut imprimer un fichier sur l'imprimante. On peut très bien dire je veux un accès à l'imprimante et en même temps je veux un accès au fichier en question, parce que j'ai l'intention d'imprimer le fichier sur l'imprimante. Et bien ça peut se faire en une seule action, et j'ai la certitude d'obtenir les deux sémaphores en même temps. Alors que si je dis je veux l'imprimante et ensuite je tente le fichier, puis on me dit ah non, le fichier tu peux pas y accéder parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui accède pour l'instant.
Bah oui, mais j'ai réservé mon imprimante, j'en fais quoi de mon imprimante? Je la libère? Bon bah, je la libère, et puis, ah bah ça y est, j'obtiens mon droit sur mon fichier. Très bien, j'obtiens mon droit sur mon fichier, je voudrais accéder à l'imprimante. Ah ouais, trop tard, il y a quelqu'un qui imprime sur l'imprimante. Alors je fais quoi? Bah je libère mon fichier, on n'en finit pas. Bon, donc en fait, là, l'idée, c'est de pouvoir manipuler, avoir plusieurs opérations simultanées, et donc manipuler ça en un seul appel système. Donc c'est le SEM OPM, c'est le nombre maximum d'opérations simultanées qu'on peut faire lors d'un unique appel système. Et SEM MNI, c'est le nombre maximum d'ensembles qu'on a sur notre système. Ces limites sont aussi consultables et modifiables par route dans /proc/sys/kernel/sem, sem comme sémaphore. Et là, par contre, il y a 4 valeurs qui vont s'afficher. Alors, c'est bizarre parce que les trois autres, les deux autres, les message queue et les share memory, ont accédé à des pseudo-fichiers qui nous donnaient... Il y avait 3 pseudo-fichiers. Ici, on a juste un seul pseudo-fichier qui nous donne les 4 valeurs. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a sûrement une explication, mais en tout cas, je ne l'ai pas. Et avec la commande, système, syscontrol, sysctl, on peut, comme les deux autres exemples qu'on avait précédemment, lire ou modifier ces valeurs avec syscontrol kernel.sem pour afficher les 4 valeurs sur une même ligne, et syscontrol-w comme write, kernel.sem égale les 4 valeurs entre guillemets pour modifier les 4 valeurs en une seule fois, et on modifie les 4 valeurs en une seule fois. Les avantages donc des sémaphores, c'est un fonctionnement qui est simple et intuitif, donc parce que on a une analogie avec des mécanismes finalement qu'on connaît déjà dans la vie quotidienne. Le blocage d'un processus en attente, donc on a l'assurance de ne plus avoir de consommation CPU. Quand un processus est bloqué parce qu'il attend un sémaphore, eh bien il ne consomme plus de CPU. Sa mémoire est conservée, il n'y a pas de problème, mais il ne participe plus à cette boucle de la distribution du temps, des quantums de temps. On a l'assurance aussi de ne pas entrer en concurrence avec d'autres processus sur des tâches qui sont primordiales sur le système. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de réserver, d'obtenir le droit d'accès à des portions du système ou à des périphériques et de ne pas se retrouver en fait à se marcher sur les pieds mutuellement. Et c'est un mécanisme qui est très utile pour les SHM, on l'a évoqué tout à l'heure sur un exemple ou deux. Voilà, parce que les SHM n'ont pas de protection native donc prévue dans la gestion de la mémoire partagée. Eh bien, les sémaphores sont très utiles et c'est un compagnon idéal pour les SHM. Et il y a aussi des inconvénients. La mise en œuvre donc, des sémaphores, c'est relativement simple, mais si on maîtrise mal le mécanisme, qu'on le comprend mal et qu'on le maîtrise mal, eh ben on peut se retrouver dans des situations problématiques d'interblocage, on appelle des deadlocks. Imaginons que A attend une ressource X, mais possède déjà un sésame sur la ressource Y. Et D attend la ressource Y, mais possède déjà un sésame sur la ressource X. Eh bien, il se bloque mutuellement, on appelle ça donc un interblocage ou un deadlock. Rien ne permettra, si ce n'est un kill, de trouver une solution. Deuxième problème, la famine, c'est-à-dire qu'on peut avoir des processus qui attendent sans fin, ou presque sans fin, qu'une ressource devienne disponible, et on appelle ça donc la famine. Quelques précautions, donc les sémaphores ne sont pas des garde-fous, c'est-à-dire qu'en fait, tout comme un feu tricolore n'empêche pas les voitures de passer, c'est pas une barrière, le sémaphore n'empêche pas l'accès à une ressource. C'est juste un outil d'aide à la bonne conduite. Voilà, le feu tricolore, c'est un outil d'aide à la bonne conduite, c'est-à-dire qu'on voit le feu est au rouge, en principe on s'arrête, et s'il est au vert, on peut démarrer. Ce qui va permettre aussi, quand le feu est au rouge, d'avoir les piétons qui vont avoir leur feu au vert et vont pouvoir traverser. Voilà, donc il faut juste que les usagers respectent les signaux, qui soient routiers ou informatiques, et attendent l'accord du droit de passage, du droit d'accès à la ressource. On va voir maintenant les principes communs d'utilisation des IPC. Déjà, premier principe, c'est l'héritage. Donc, quand un processus fork un processus enfant, on a vu que le processus enfant va hériter
des IPC, enfin on va hériter de différentes choses, et les processus enfants vont hériter aussi des IPC créés par le père. Donc ça c'est très pratique. Donc tout ce qui est sémaphore, queue de message et share memory, eh bien les processus enfants héritent naturellement de ces éléments-là, de ces IPC. Par contre, quand un processus fait un exec, les IPC sont détachés du processus. Ça c'est important. Quand on fait un exec, donc ça veut dire qu'on va remplacer le binaire de notre commande, enfin de notre code qui s'exécute, pardon, par le binaire d'un autre programme. Eh bien, là on perd, les IPC sont détachés. Ça veut dire que cet autre programme, parce qu'on remplace complètement le code, c'est pas juste un fork, hein, c'est un exec, on remplace notre code par le code d'une autre je sais pas, ça peut être la commande ls, ça peut être la commande vi, ça peut être plein de toutes sortes de commandes. Eh bien, les IPC sont détachés, et si ces commandes-là, enfin ce nouveau binaire veut accéder aux IPC, à des share memory, des queues de message ou des sémaphores, eh bien, il doit faire l'action de se rattacher à ces IPC parce qu'elles sont naturellement détachées du processus. Par contre, quand un processus fait un exec ou un exit, eh bien les IPC persistent quand même en mémoire. C'est le principe de base quand même. Hein. Les IPC ne sont pas perdus. C'est pas un malloc. Donc ça ressemble à un malloc, mais c'est pas un malloc pour les share memory. Donc tout ce qui est IPC créé persiste en mémoire. C'est un des principes de base qu'on a vu au tout début. Hein. Quand un processus s'arrête, on a une conservation. C'est pas comme un pipe ou un malloc où on aurait une libération de ces éléments. Les IPC ne sont pas des fichiers, mais ne sont pas des fichiers, c'est-à-dire qu'en fait les données ne résident pas sur disque, les données résident en mémoire. Mais je l'ai déjà évoqué, sous Linux, beaucoup de choses sont traitées comme des fichiers. Fichiers et processus sont des choses qui ont une similarité. Et parmi les fichiers, on a des choses qui ne sont pas vraiment des fichiers, des choses qui sont de la mémoire. On a vu les tubes, par exemple, c'est de la mémoire, c'est pas du fichier, mais ça s'apparente à de la gestion de fichiers, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc sous Linux, qui se traitent comme des fichiers, et notamment, concernant les IPC, on va avoir la notion de propriétaire, c'est-à-dire de qui est le créateur de l'IPC, d'une IPC. Le créateur, c'est généralement le propriétaire du processus qui crée l'IPC. On va avoir aussi la notion de groupe propriétaire et on va avoir la notion de droit, UGO, User Group Other, comme on a sur les fichiers. Les trois types d'IPC qu'on a, les SHM, les message queues et les sémaphores, se manipulent avec des fonctions système. Et ces fonctions système ont des noms qui sont communs et qui commencent par 3 lettres. Quand on a les fonctions qui gèrent les message queues commencent par MSG comme message queues. Les share memories, c'est SHM, et les sémaphores, c'est SEM. Et les fonctions, en fait, donc avec ce préfixe-là, eh bien, on a une série de fonctions. La première, c'est XXX, donc on va remplacer le XXX par un MSG, un SHM ou un SEM. Get. Donc ça permet d'obtenir un handler. Donc un handler, c'est comme un descripteur de fichier qu'on obtient avec un open, à part que là on le fait pas avec un open, on le fait avec un get. Donc c'est un handler qui est nécessaire pour pouvoir manipuler ensuite, pour pouvoir faire tous les appels système sur une queue de message par exemple. Et ben on va d'abord faire comme quand on fait pour un fichier, on fait un open, et bien on va faire un MSG pour une message queue. Donc pardon, j'ai parlé de SHM d'abord, je crois. Donc message queue, ça marche aussi de la même manière. Donc MSG get, c'est comme si on faisait un open sur une message queue. Voilà, on fait pas un open, on fait un MSG get. Mais ensuite on obtient un handler, et ensuite on va utiliser ce handler là pour manipuler une queue de message ou une share memory, comme on utilise un handler qui nous est retourné par open pour manipuler un fichier. Ensuite, c'est la même analogie.
Les IPC sont généralement utilisés quand on fait des échanges entre des processus qui n'ont pas de lien de parenté. Alors ça peut être des processus qui ont des liens de parenté, on peut avoir la notion de père-fils là-dedans, mais souvent l'idée c'est quand même d'avoir des processus qui sont issus de programmes qui n'ont aucun lien de parenté, c'est-à-dire qui n'ont pas de relation père-enfant. Donc il nous faut un moyen. Dans la notion père-enfant, on a toujours l'héritage. Donc on pourrait passer à son enfant, si on veut que les deux processus utilisent une SHM, on pourrait très bien dire, le père crée la SHM, il forque son fils, et puis le fils va hériter de la SHM du père. Donc finalement, voilà, ils ont une connaissance commune de l'adresse où se trouve la SHM, par exemple. Mais quand on est sur des processus totalement différents, eh bien, différents, des processus totalement sans aucun lien de parenté, il nous faut un moyen pour que ces différents processus puissent identifier la SHM. D'accord ? Quand on fait un malloc, on se voit allouer un bloc de mémoire, mais finalement c'est un bloc de mémoire juste pour notre processus. Là sur la SHM, je vous rappelle que c'est une mémoire qui est partagée, donc va bien falloir que chaque processus dise hey, mon bloc de mémoire là que je veux avoir, il est à tel endroit, je veux pas en créer un nouveau, je veux récupérer ou m'attacher, donc c'est là le terme que j'avais déjà utilisé précédemment, je veux m'attacher à ce bloc de mémoire qui a été créé par un autre processus, ou un sémaphore donné, voilà, je veux m'attacher à ce sémaphore, à ce carrefour-là, et pas au carrefour qui est 3 km plus loin. C'est celui-là que je veux avoir, ce sémaphore-là. Eh bien, il faut un moyen d'identifier la SHM, ou le sémaphore, ou la queue de message. Pour ce faire, on va utiliser une clé numérique qui va identifier de manière unique l'IPC qui nous intéresse. Mais souci, c'est sur quoi on va s'appuyer pour décider d'une clé unique, et surtout une clé qui soit libre, parce qu'on pourrait très bien dire, bon bah ok, moi je vais décider que ma SHM elle porte comme numéro 1, 2, 3, 4. Pas de bol, c'est que très certainement il y a bien quelqu'un sur Terre qui aura décidé que éventuellement il va utiliser aussi une SHM qui s'appelle 1, 2, 3, 4. Alors vous allez me dire, quelqu'un sur Terre, oui, mais il est sur son serveur, moi sur le mien, oui. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que votre voisin, il a eu la merveilleuse idée, sur le même serveur, d'utiliser la même clé 1, 2, 3, 4. Pour 1, 2, 3, 4, il y a de grandes chances, effectivement, que les idées géniales, entre guillemets, germent dans des cerveaux différents. Donc, il faut trouver une solution. Eh bien, la solution, c'est de trouver qu'est-ce qui est unique, en fait, finalement, dans le système. Mais il y a plein de choses uniques, mais quelque chose que plusieurs processus sont capables de trouver, enfin ils sont capables de mettre la main sur ce truc unique, et ben de manière sûre. Eh bien, il y a un truc qui est unique, ce sont les inodes des fichiers. Enfin, en tout cas, sur un file system, sur un disque. Alors, quand on a plusieurs disques dans un serveur, chaque disque a ses inodes, et on peut avoir des inodes communs, enfin des mêmes inodes sur les différents disques. On parle d'un disque physique cette fois-ci, enfin au moins d'une partition physique sur un disque. Donc, dans une partition, eh bien, il y a un truc unique, ce sont les inodes. Deux fichiers ne peuvent pas avoir le même inode. Donc, l'inode, finalement, c'est un bon point de départ pour obtenir une valeur unique. Alors, évidemment, l'inode, c'est un numéro. Et obtenir une clé à partir de ce numéro-là, on ne va pas utiliser cette technique-là, mais on va utiliser, finalement, un fichier donné, et son inode, enfin, par derrière, le système va utiliser son inode et non pas le chemin d'accès au fichier. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'inode. Et il va générer, à partir de cette inode, il va générer une clé unique. On est sûr qu'elle est unique. Et il va le faire grâce à une fonction. Enfin, il va le faire grâce à une fonction. Il met entre nos mains une fonction permettant de faire ça. C'est-à-dire que à cette fonction, la fonction s'appelle ftoc. Et elle signifie file to key. D'accord ? File to key. Le F c'est file et le K c'est key. Donc on va transformer un fichier, c'est-à-dire un fichier physique sur disque, on va le transformer en une clé. Enfin, c'est le système qui fait ça pour nous. On lui passe
un nom de fichier, un chemin vers un fichier, et il nous retourne une valeur numérique dont on a la certitude qu'elle est unique. Alors vous allez me dire, l'inode est déjà unique. Oui, l'inode est déjà unique, mais la fonction ftoKey, elle fait, on va pas rentrer dans les détails, mais elle fait des choses un petit peu de manière plus sûre en fait, puisqu'on a la possibilité d'avoir plusieurs file systems dans notre système de fichiers, et comme les inodes peuvent être les mêmes, enfin on peut avoir des inodes communs sur des disques physiques séparés, si vous avez deux disques physiques de disques physiques dans votre système, on peut trouver l'inode 1000 sur l'un et 1000 sur l'autre. Avec le ftoc, lui, il va s'assurer que le 1000 de l'un et le 1000 de l'autre, ça va pas être il va nous ressortir une clé différente. C'est pour ça qu'on n'utilise pas l'inode, mais qu'on utilise le ftoKey, le ftoc, pour nous donner une clé dont on est sûr dans tout notre système qu'elle sera unique. Et cette fonction ftoc est le cœur du mécanisme. Alors le cœur, je mets le cœur, je ne devrais pas écrire le cœur, mais l'élément primaire, l'élément premier du mécanisme des IPC. On commence déjà, avant de s'attaquer aux IPC, on commence déjà par préparer le boulot avec un ftoc. Exemple, donc une clé, elle est de type key underscore t. Finalement c'est un entier, mais utiliser ce type là qui est fourni pour nous par le système. Donc c'est un key underscore t clé, donc c'est le nom de ma variable, et je vais faire un clé égale ftoc, entre parenthèses, premier paramètre, je passe le chemin vers un fichier connu, et c'est ça qui va servir comme information commune aux différents processus qui veulent accéder à une IPC donnée à l'aide de la clé. Donc on ne va pas avoir un choix par le développeur d'une valeur de clé comme ça un petit peu arbitraire, qui a toutes les chances d'être finalement commune avec d'autres choix, d'autres développeurs qui vont faire exactement le même choix, parce qu'en général on n'est pas très futé dans ce cas-là. On fait des choses, ça va être dans le pire c'est 1, 2, 3, 4, et au mieux ça va être des valeurs un peu aléatoires, mais on a quand même la probabilité pour que ces valeurs aléatoires là soient finalement trop simple. Enfin, notre aléa dans notre tête, on va choisir un truc un peu trop simple. Et c'est surtout comment on fait pour que deux programmes différents se partagent cette information commune. Donc cette valeur aléatoire, enfin pseudo-aléatoire qu'on aurait générée pour une clé, il va falloir la mettre en dur dans le programme, donc c'est pas super idéal. Surtout que les programmes sont compilés, donc ça veut dire que si on veut les modifier, il va falloir recompiler les programmes, on n'a pas forcément le code source. L'idée c'est plutôt de passer par quelque chose d'externe, donc c'est un chemin, et le chemin vers le fichier, on pourrait très bien le mettre dans un fichier de paramétrage, pour dire, pour les IPC, pour le programme A et le programme B, tu vas trouver dans un petit fichier de paramétrage, un fichier .conf, je vais mettre dedans le nom du fichier qui nous sert de point commun, de rencontre. Alors c'est pas le fichier qui sert de rencontre, mais qui va servir à générer cette fameuse clé. Donc, la syntaxe ftoc, le chemin, virgule, et une valeur numérique derrière. La valeur numérique, la plupart du temps, c'est 0, et on peut trouver 1, 2, 3, 4. C'est tout simplement si on veut avoir dans un même programme, avec un même chemin vers un fichier, on veut avoir plusieurs clés différentes, parce qu'on veut avoir plusieurs IPC différentes auxquelles on veut accéder, on veut avoir plusieurs queues de messages ou plusieurs shared memory. Ça va permettre, avec un unique fichier de référence, de pouvoir générer des clés différentes. Donc si je passe 0, j'aurai toujours la même clé à partir de l'inode du fichier en question, j'aurai toujours la même clé, ça c'est la certitude que j'aurai, c'est normal, puisque le processus A il va faire ça, le processus B il va faire la même chose. Ce serait bien qu'ils obtiennent la même clé avec les mêmes valeurs. Donc ça marche comme ça, donc si on passe 0, on obtient une clé, si on passe 1, on obtient une autre clé. Si on passe 2, on obtient une troisième clé, etc. Donc c'est un moyen, avec ce paramètre supplémentaire qu'on a en deuxième paramètre, de générer plusieurs clés différentes à partir d'une même source d'alimentation pour le générateur de clés. Donc tous les processus qui veulent accéder aux mêmes IPC
peuvent donc obtenir maintenant une clé commune et unique qui est construite à partir donc de l'inode du fichier en question, et donc c'est un moyen d'avoir une référence commune pour accéder aux IPC, parce que cette clé va identifier de manière unique une share memory ou une queue de message. Les droits d'accès maintenant. Donc quand on récupère un handler avec donc les fonctions get, xxxget, donc shmget, msgget et puis semget, eh bien on a l'obligation de préciser, donc dans l'appel à ces fonctions get, on doit préciser obligatoirement les droits Hugo qu'on souhaite utiliser pour l'accès à l'IPC. Ces droits sont affectés, attention, c'est qu'on crée une queue de message par exemple, ou qu'on essaie de s'accrocher à une queue de message déjà créée par un autre, on utilise la même fonction qui est, donc pour une queue de message, msgget. On doit spécifier les droits Hugo, mais ces droits ne sont affectés qu'au moment de la création. Mais on doit les spécifier, même quand on ne crée pas le queue de message et qu'on ne fait que s'attacher, c'est pas grave, on doit quand même les préciser. Et ça c'est important, parce que ces droits doivent être strictement identiques à ceux qui ont été mis à la création. Ça c'est très important. Si jamais à la création on a utilisé des droits et qu'à l'attachement un autre processus, par exemple s'attache à un processus A, crée la queue de message pour l'utiliser, et un processus B va s'attacher à la queue de message qui a été créée par le processus A. Et on peut avoir C, D, E, F, on peut avoir plein de processus qui vont s'attacher à cette queue de message que l'un d'eux a créée, avec des droits, certains droits dessus. Si les autres ne précisent pas exactement les mêmes droits, eh bien leur demande de rattachement va être rejetée. Donc c'est une sécurité, mais en tout cas les droits sont affectés uniquement à la création, et ensuite tout attachement doit utiliser exactement les mêmes droits sous peine d'erreur et sous peine de rejet de la demande de rattachement à l'IPC en question. Exemple, une message queue ou une share memory. Exemple de syntaxe pour le msgget. Donc on a notre clé, le key-_t clé. On a un int pour la message queue. Alors, la message queue, tous les IPC retournent un int qui identifie, tout comme un open sur un fichier va retourner un handler qui est sous forme d'un entier. Eh bien, le msgget, ou enfin les xxxget, vont retourner aussi un entier, un handler qui est sous forme d'un entier. Donc, on commence déjà par créer notre clé. Donc, clé égale ftoc de un fichier connu de tous, de tous les processus, de tous les exécutables qui vont vouloir se rattacher à cette queue de message. Donc on passe en paramètre donc une chaîne de caractères avec le chemin vers un fichier. Alors il faut que le fichier existe bien évidemment, parce qu'on s'appuie sur l'inode de ce fichier. Donc il faut obligatoirement que le fichier existe. Virgule 0 parce je dis c'est la première clé, j'ai besoin juste d'une queue de message, donc je mets une valeur 0 derrière. Si j'ai besoin d'une deuxième queue de message, ça sera 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Bon. Et ensuite cette clé, c'est cette clé là que je vais utiliser dans le msgget pour soit créer, soit m'attacher à ma queue de message. Là je suis en création, donc je fais un msgget, je passe en paramètre la clé, virgule, et derrière, je précise IPC create, create sans E. IPC create pour créer la queue de message. Pipe, alors attention, c'est pas un pipe, c'est pas un OU logique, c'est un OU binaire. Donc en fait, le deuxième paramètre qu'on passe au message get, c'est un tableau de bits. Donc le IPC create va flaguer certains bits de notre entier, ça doit être un entier long, ou un entier, ça doit être je pense un entier long, et puis on pipe avec 0600. Alors là vous allez reconnaître les droits au format chmod, chmod en mode numérique. Donc 600 c'est user read write, group et other rien du tout. Vous vous rappelez le chmod 777 qu'on n'utilise pas, s'il vous plaît. Chmod 600, c'est read-write pour l'utilisateur, rien pour le groupe et rien pour other. Et on n'oublie pas de mettre un 0 devant, par pitié n'oubliez pas, sinon ça va pas planter.
vous allez obtenir des droits complètement bizarres, enfin qui s'expliquent, hein, mais qui s'expliquent par le fait que 0600 c'est de l'octal, et c'est pas la même chose. 600 en octal et 600 en décimal, ça n'a rien à voir. Prenez votre calculatrice scientifique et tapez en octal 600 et tapez en décimale tapez en octal 600 et demandez la valeur en décimale, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec 600. Donc si vous ne mettez pas le 0, il va prendre ça comme étant 600 en décimale, et 600 en décimale, tapez-le sur votre calculatrice, vous mettez 600 en décimale, vous le passez en octal et vous regardez à quoi ça correspond. Et une fois que vous l'avez, eh bien vous le transformez en des read-write-x, et puis vous allez voir qu'est-ce que vous êtes en train de placer comme droit. Donc faites bien attention, n'oubliez pas, le 0, le préfixe 0 devant, c'est impératif. Donc au lieu du format numérique, on peut, c'est même souhaitable, utiliser le format, utiliser des constantes. Ces constantes-là, elles sont définies pour vous, vous allez forcément faire un include pour pouvoir faire un MSG get, vous avez besoin de faire un include, et bien ces constantes-là sont définies dans MSG get, dans le include du MSG get, c'est shm.h je crois, je suis plus 100% sûr, vous regarderez dans le manuel. Les constantes sont s underscore i comme IPC, et derrière on a par exemple RUSR, c'est le read pour user, WUSR c'est le write pour user, RGRP c'est le read pour groupe, etc. etc. Je ne vous les donne pas toutes là, vous irez les voir dans le manuel, donc un man2 de open. Et donc voilà, c'est même pas un man2 de SHMGet, c'est un man2 de open, vous aurez ces flags-là, puisqu'ils sont aussi utilisés pour create et pour open les fonctions système. Donc le 0666, c'est tout simplement l'équivalent de s underscore i RUSR, donc read user, et le s underscore i WUSR, le write user, donc read user et write user, donc les droits d'écriture et de lecture pour le user et rien du tout pour les autres. La commande IPCS, IPCS signifie IPC, donc les Interprocess Communication, status, le S pour status, permet donc de lister tous les IPC actives ou actifs plutôt, puisque si c'est tout, sinon ce serait toutes. On peut dire une ou un IPC, j'ai tendance à dire une, mais je pense que c'est plutôt un. Donc tous les IPC actifs sur le système, et permet aussi, donc à condition qu'on ait des droits suffisants, bien évidemment, c'est-à-dire on a le droit sur les IPC qu'on a créés nous-mêmes, de les supprimer. Donc, alors il faut savoir quand même que quand une IPC quand on supprime une IPC, elle va disparaître de les IPC, mais en mémoire, elle ne sera vraiment supprimée que quand plus aucun processus ne va l'utiliser, quand plus aucun processus ne sera attaché à l'IPC. Donc si on a une share memory et qu'on a des processus qui sont attachés à la share memory, si on fait un IPC, pour la commande pour supprimer c'est IPC RM, donc ça fait partie des commandes IPC. IPC RM pour supprimer je ne vous donne pas toute la syntaxe, hein, vous irez voir dans le manuel. IPCRM pour supprimer une IPC, par exemple une share memory, eh bien elle va disparaître de la table des IPC, mais elle sera toujours présente tant qu'il y a un processus attaché. Dès que tous les processus attachés quittent, soit se déconnectent, soit s'arrêtent, eh bien l'IPC est libéré et uniquement à ce moment-là. Donc si vous voulez récupérer votre mémoire de share memory, il ne faut pas oublier d'arrêter tous les processus qui utilisent cette share memory. Alors c'est pratique parce que ça permet de ne pas faire planter les programmes qui sont en cours d'exécution. Attention par contre, si vous supprimez une share memory pour recréer cette même share memory, elle ne va pas reprendre la même place. Donc ça veut dire que les processus qui sont toujours attachés à la share memory, ils sont attachés à l'ancienne, et puis les nouveaux qui vont arriver sont attachés à la nouvelle. Et c'est pas du tout la même zone mémoire, c'est une nouvelle zone mémoire qui est allouée. Les queues de messages, exemple de code d'application. Donc alors je ne vais pas détailler toutes les IPC, je vous montre un exemple sur les message queues. MSG get permet de créer une queue de message ou de s'attacher à une queue de message, c'est-à-dire de récupérer un handler d'une queue de message existante. Et bien ça se fait avec la même fonction, donc les fameuses fonctions XXX get, donc là exemple pour le message queue, le MSG get.
on passe en paramètre la clé, et on passe en deuxième paramètre les fameux flags, c'est-à-dire qu'en fait, il faut remettre les mêmes flags qu'on a mis, au niveau des droits en tout cas, les mêmes flags qu'on a mis à la création. Prenons un exemple pour la partie création. Donc on a notre key_t pour définir une clé, enfin qui va nous servir de clé. On a le int msg, donc c'est le handler qui va nous permettre de manipuler notre queue de message. Et donc la clé égale ftoc, donc file to key pour générer une clé. Et là, j'ai pas mis un chemin, alors j'ai pas mis un chemin vers un fichier. Si, quelque part, j'ai mis un chemin vers un fichier. Et là, j'ai utilisé une astuce qui est d'utiliser argv de 0. Alors, c'est pas forcément ça qu'il faut utiliser à chaque fois. Ça peut être un exemple d'usage. Là, on est plutôt dans le cas d'une queue de message, peut-être avec un père et un enfant qui vont s'exécuter. Je vais utiliser comme fichier de référence pour créer ma queue de message, je vais utiliser argv de 0. Et alors, vous allez me dire argv de 0, alors peut-être que certains n'ont pas tilté, mais qu'est-ce qu'il y a dans argv de 0 ? Il y a toujours dans argv de 0, donc argv de 0, c'est bien le int argc, char étoile argv, crochet crochet, dans le main, hein, qu'on a vu en tout début d'année, enfin en tout début en tout cas en début de CM, de CM système, le premier CM, int argc, le nombre d'arguments passés en ligne de commande à ma commande, et char étoile argv crochet crochet, le tableau des arguments justement passés en ligne de commande. Et on avait vu, si vous vous rappelez bien, et j'espère que vous en rappelez, le argc vaut toujours au moins 1, parce que dans argv il y a toujours au moins un élément, même si on ne passe rien sur la ligne de commande, et bien le premier élément c'est la commande elle-même, qui se trouve dans argv de 0. Bah, la commande, c'est un fichier. Parce que si je fais ./exo1, je vais avoir ./exo1 dans mon argv de 0. Bah, ./exo1, c'est de la commande que j'exécute. Bah, donc c'est un fichier. Donc il existe. Donc voilà, j'ai utilisé ça comme astuce. Franchement, c'est pas la manière la plus classique de le faire. C'était juste un petit rappel sur les argv pour vous montrer que c'était aussi une manière éventuellement d'utiliser un fichier, un nom de fichier en utilisant argv de 0. Bien évidemment, si on a un autre processus qui doit utiliser la même clé, il pourra pas utiliser son argv de 0 parce que lui, son argv de 0, ça sera son fichier de commande à lui. Donc ça, c'est valable si cette même commande est exécutée plusieurs fois dans des terminaux différents. Là, ça fonctionnerait. Donc argv de 0, donc c'est un exemple que j'ai choisi d'utiliser, virgule 0, donc je crée ma clé numéro 0, puisque c'est la première clé que je génère dans mon programme, et je fais un msg get de ma clé, virgule ipc create, donc parce que je vais créer ma queue de message, donc ipc create, à la première exécution. Attention, n'utilisez pas ipc create si la queue existe déjà. Là, vous aurez un message d'erreur. Il va vous dire, j'essaie de créer une queue de message qui existe déjà. Donc, c'est pas possible. Donc là, on est vraiment en création. Donc, c'est un exemple en création d'une queue de message. IPC create, piper sur un SIR USR, donc read USR et write USR. Le fameux 0600 qu'on a vu précédemment. Autre exemple de création, donc message égale msg get, entre parenthèses, IPC private. Alors vous allez me dire, tiens, là on n'a pas de nom de fichier. C'est un cas particulier où on veut créer une queue de message, mais juste pour private, juste pour notre propre processus. Donc là, il n'y a pas de question d'avoir d'autres processus qui s'exécutent dans d'autres terminaux, enfin en parallèle de mon processus, qui puissent se rattacher, puisqu'on fait un IPC private, il n'y a pas de clé quelque part. Enfin, c'est une clé spéciale et j'ai l'assurance que personne d'autre de l'extérieur va pouvoir s'attacher à ma queue de message. Donc IPC create, pardon, read USR, write USR. Mais en utilisant cet IPC create, je crée donc une clé privée, non partageable, mais
attention, elle est quand même partagée. Elle est partagée. Elle est partagée. Elle est possédée par mon processus, mais elle est aussi partagée à tous les enfants que je vais créer. Donc là, ça me permet de créer une queue de messages que je vais pouvoir utiliser entre mes enfants, peut-être les enfants entre eux aussi, il n'y a pas de souci, et le processus parent, le processus qui a engendré les enfants. Donc là, c'est une manière un peu particulière de créer une queue de messages qui va rester dans le cercle familial, on va dire. MSG Get, exemple, cette fois-ci non plus en création, mais en utilisation. Donc on a toujours la clé, le int message, on a toujours le ftalk de la même manière, et on a le MSG Get avec la clé. Et cette fois-ci, on a les mêmes droits, mais on n'a plus le IPC create. Je ne mets pas d'IPC create parce que je veux m'attacher à une clé existante, je ne veux pas en créer une nouvelle. Et bien évidemment, ça va planter si jamais la clé n'existe pas. Il faut que la clé existe déjà. Et par contre, si j'utilise un IPC create sur une clé qui existe déjà, ça va planter parce que la clé existe déjà. Donc c'est une combinaison des deux. Donc à vous de trouver le mécanisme. Alors la première solution, ça peut très bien être de tenter une création, puis si elle n'existe pas, de tenter un attachement, et si ça n'existe pas, on fait une création. Ou l'inverse, de tenter une création, puis si ça existe, on fait juste l'attachement. Donc ça peut, parce qu'on rappelle que quand même l'IPC en question, donc la queue de message existe, elle est résistante, elle persiste en fait à l'arrêt des processus. Donc si une fois qu'on l'a créé, si on relance le même processus et qu'il refait la même manip de créer la queue de message, bah forcément il va aboutir à un problème parce qu'il aura créé l'ordre de son exécution précédente, quelques instants plus tôt. Donc il faut trouver un mécanisme pour éviter ce genre de problème. Si on part du principe que systématiquement quand on lance notre programme, eh bien, le processus va créer la queue de message. Au premier lancement, ça va bien se passer. Au deuxième lancement, ça va plus bien se passer. Et les lancements suivants, derrière, ça va plus bien se passer jusqu'à ce qu'on supprime la queue de message ou jusqu'à ce que le système reboot. Donc, il faut bien trouver un mécanisme pour éviter ce genre de choses si c'est le fonctionnement qui est attendu. Donc là, ce serait de dire, je tente de créer, j'ai un problème parce que la clé existe déjà. Eh bien, j'intercepte puisque le message get va me retourner en fait à une erreur -1. Je vais consulter. C'est une fonction système, donc erreur -1. Hein, on est encore dans ces histoires d'appel système qui nous retourne systématiquement -1 et Erno, on consulte Erno pour savoir quel est le type d'erreur qu'on a obtenu. Eh bien, Erno va nous dire, j'ai pas l'erreur en question, mais qu'en gros, que la ressource existe déjà. Eh bien, à ce moment-là, je fais juste le même MSG get sans le IPC create, et je m'attache sur la clé. Soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, je tente de m'attacher, et si ça marche pas parce que la ressource n'existe pas, à ce moment-là, je la crée. Vaut mieux le faire en tentative de création et attachement derrière que l'inverse. Parce que ce qui peut se passer si on a plein de processus en même temps qui veulent faire la même chose, c'est que s'il y a une tentative d'attachement et une création derrière, eh bien si on a deux processus qui font la même chose à peu près au même moment, ils vont tenter de s'attacher, ils vont pas trouver, et derrière ils vont tenter de créer. Il y en a bien un des deux qui va créer avant l'autre. Et résultat, celui qui a réussi à créer, tout se passe bien pour lui, et celui qui n'a pas réussi à créer, il aura eu un message, un problème d'attachement, donc il aura tenté la création, et il aura à nouveau un problème de création, parce que il est arrivé trop tard et que ça a été créé en attendant. Donc il vaut mieux plutôt tenter la création, qui au final va aboutir pour l'un et pas aboutir pour l'autre, si on a deux processus en parallèle qui tentent de faire la même chose, au même instant, il faut vraiment une concomitance en fait de ces deux événements, mais potentiellement, même si la probabilité est assez faible, ça peut arriver. Le premier va tenter de créer, il va réussir. Le deuxième va tenter de créer, il va pas réussir. Il va s'attacher et là, il va réussir parce que le premier, qui sera arrivé en parallèle en même temps que lui, il aura réussi à faire sa création. Donc finalement, pour le deuxième processus, ça sera pas bloquant. Donc faites plutôt ça. Tentative de création, ça ne marche pas parce que c'est déjà existant. On s'attache. Voilà, donc on a terminé sur les IPC. Alors j'ai pas vu en détail toutes les IPC. En détail, on a parlé des différentes IPC. Il y a 3 types d'IPC: message queue, share memory et les sémaphores. Mais j'ai pas détaillé les appels à toutes les fonctions, puisque dans les TP, on va voir ça plus en détail.
Donc ceci termine la troisième partie sur les communications interprocessus. Donc je rappelle, première partie c'était les signaux, on a eu les tubes, et on a les IPC, et qui forment donc la grande famille des outils de communication interprocessus.